Merci à vous tous d'être présents avec l'APEX et avec Business France en direct de Colombie pour vous présenter un petit peu quelles sont les possibilités de développer son business en Colombie, quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises d'aller développer son business en Colombie et pour l'APEX, comment on peut trouver des plateformes, des réseaux, des partenaires en Colombie au travers finalement des actions qu'on va mener. Juste quelques mots sur l'APEX. L'APEX Club des entrepreneurs de l'international. Aujourd'hui, nous regroupons 150 entreprises, membres et partenaires au sein du club qui communiquent entre eux, qui travaillent entre eux, qui apportent le maximum d'informations et d'entraide dans l'ouverture de business à l'international. Forcément, le réseau aujourd'hui primordial pour aller faire du business à l'international. Et donc, c'est toute l'ADN qu'on va retrouver à l'APEX. L'APEX a signé le collectif de l'international avec toutes les fédérations, les associations et beaucoup de syndicats du territoire du sud, de la région sud, ce qui nous permet finalement de raisonner sur l'international, d'animer l'international auprès de 30 000 entreprises aujourd'hui de la région sud, ce qui est très intéressant. Et ça permet aussi aux petites entreprises qui peut-être ne vont pas à l'international ou qui hésitent d'aller dans certains pays, comme la Colombie, d'avoir des réponses assez rapides sur quel est ce business, qu'est-ce qui est intéressant, quel est le produit qui est intéressant, est-ce que l'activité que je mène serait intéressante en Colombie ou pas, quels sont les financements que je peux trouver, etc. etc. Donc, c'est tout l'essence de l'APEX. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui l'équipe de Business France Colombie avec Isabelle Charmeuil qui la dirige et aussi un petit coucou à Jacqueline Chopard qui, il y a 3 ans, je pense, ou 4 ans, a suivi Pronim, donc mon entreprise en Colombie. Elle a même fait, on a fait tout un process avec Business France en Colombie pour étudier ce pays, pour voir l'intérêt que Pronim pouvait avoir en Colombie. Et Jacqueline nous a même accompagnés dans nos différents rendez-vous. C'est vrai que l'équipe Business France de Colombie, je vous la recommande vivement parce que le travail qui est fait en amont est un travail de fourmi. On a vraiment l'impression que cette équipe Business France travaille pour notre entreprise depuis de nombreuses années et savent nous représenter de la meilleure façon, nous donner le meilleur conseil. Et c'est ce qu'on attend d'un bureau Business France et c'est souvent les informations qu'on essaye de partager quand on est dans des réseaux et quand on veut vraiment savoir s'il y a un intérêt particulier d'aller dans un pays ou un autre. Isabelle, je te laisse la parole pour bien présenter un petit peu une mise en œuvre de ce qu'est la Colombie aujourd'hui, le business pour la France et quel peut être l'intérêt pour nos entreprises. On doit finir le rendez-vous à 18h15, donc je vous laisse avancer de la meilleure façon. Super. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Merci à l'APEX, à Anna et donc à Nathalie pour l'organisation de ce webinaire avec un focus donc sur la Colombie. Anna, je te laisse mettre le PowerPoint. Super. Parfait. Bon, mais écoute, attends. J'ai enlevé ça. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer. Bienvenue à tous en Colombie. Donc, on a commencé là en vous mettant quelques petites images représentant la diversité de ce beau pays de 50 millions d'habitants. Donc, avec Bogota, la capitale, là, que vous voyez au centre quasiment du pays. Et puis, avec les 2 villes principales qui sont Medellín au nord-ouest et Cali au sud-ouest, qui sont vraiment le triangle là, en fait, finalement, c'est vraiment le triangle économique de la Colombie. Et puis avec, pour la partie touristique, ceux qui connaissent peut-être déjà, en tout cas la ville de Cartagena de las Indias, de Carthagène, au nord du pays, sur la côte Caraïbe. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc là, voilà, on va vous présenter rapidement la Colombie, les secteurs porteurs, les aspects réglementaires et les recommandations pour pénétrer le marché, la pratique des affaires, et puis on aura également la chance d'avoir 2 témoignages d'entreprises présentes localement, l'Occitane et Green Société dans les énergies renouvelables. Et il y aura un temps pour les questions-réponses.
Alors, rapidement, la Colombie, donc en quelques chiffres. Je vous l'ai dit, hein, Bogota, alors 50 millions d'habitants, la capitale Bogota avec 7 millions, presque 8 millions d'habitants. Il y a un écho, je ne sais pas, il y a un écho. Voilà. Medellín avec près de 3 millions d'habitants. Donc la langue, bien sûr, est l'espagnol. Donc vous voyez la carte ensuite en dessous de l'Amérique du Sud, donc où se situe la Colombie, donc qui est géographiquement et vraiment aussi très bien située, hein. Beaucoup d'entreprises implantées ici choisissent la Colombie pas par hasard, pas parce que uniquement c'est un beau pays et qu'il y a du business à faire, mais également pour une position stratégique de réexportation. Donc, la Colombie se positionnant comme un hub pour l'Amérique latine au sens large. Alors, c'est un pays libre-échangiste, pro-business. Bon, on est sur un pays de droite vraiment pro-business depuis un certain nombre d'années, avec 16 accords de libre-échange qui ont été signés. La Colombie est le 4e économie d'Amérique latine. Elle dispose d'importantes ressources en matières premières, notamment le pétrole, hein, bien sûr, le pétrole colombien qui représente quand même 14% des exportations du pays, le charbon, la Colombie est le 5e exportateur mondial de charbon, et le café, bien sûr, qui représente 7% des exportations du pays. Alors, donc la Colombie est un pays plutôt dans la zone stable, en fait, économiquement et politiquement. Mais malgré tout, la pandémie Covid-19 a quand même bien fragilisé l'économie. Il faut savoir que le pays a été complètement fermé, mais quand je dis complètement fermé, mais après les Colombiens de mon équipe ou les témoins aussi ici présents pourront en témoigner, parce que moi je suis arrivée l'année dernière en septembre. Donc, c'était la réouverture, mais en tout cas, le pays a été complètement fermé de mi-mars 2020 à fin août, début septembre 2020. Donc, l'économie complètement à l'arrêt. Donc, ça a fait quand même beaucoup de mal sur une économie où quasiment près de 50% de l'économie est informelle. Donc, avec des gens qui vivent dans la rue, de plein de petits boulots et qui n'ont pas eu de subside de l'État, etc. Donc, la pauvreté qui a augmenté. Donc, c'est vrai que bon, ça a été structurellement très impactant pour la Colombie, ce Covid-19. Cependant, l'économie a une capacité de rebond plutôt importante. Là, il est prévu quand même un taux de croissance de l'ordre de 7% pour cette année. Et on a un taux de chômage. Bon, les derniers chiffres que j'ai, là, c'était à l'été, mais on est à 12%, mais on va terminer l'année à peu près dans ces chiffres-là, alors que l'année dernière, à la même époque, le taux de chômage était à 20%. Une inflation assez stable, hein, très peu d'inflation pour l'instant en Colombie, autour de 2-3% de manière générale. On peut passer à la slide suivante. Donc là, pour vous parler de la présence française en Colombie, qui est assez significative, hein, parce qu'on a 220 filiales françaises qui représentent 130 000 emplois et près de directs et 200 000 indirects. Il faut savoir que la France est le premier employeur étranger en Colombie. Donc ça, c'est vraiment un key figure. La France, le premier employeur étranger en Colombie, notamment avec le groupe Éxito, hein, qui est le groupe Casino, finalement, la filiale de Casino en France, qui est le plus gros employeur suivi de Téléperformance. La France est le 8e fournisseur de la Colombie. Ça, c'est sur la partie économique. C'est quelques chiffres un peu clés, mais voilà, qui représentent quand même les grands échanges entre nos deux pays. Les accords bilatéraux, donc, comme je le disais, donc 16 accords, beaucoup d'accords signés entre la Colombie et plein de pays dans le monde, notamment donc, pour nous, ce qui nous intéresse, l'Europe, hein, avec le 2013 signé l'accord préférentiel avec l'Union européenne. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais la Colombie est rentrée dans l'OCDE l'année dernière, en 2020. Donc ça aussi, c'est quand même un signal, hein, pour montrer que l'économie colombienne va bien, parce que tous les pays ne peuvent pas rentrer à l'OCDE. Nous avons également 2 accords en cours sur la protection des investissements et la non-double imposition entre les deux pays, qui est toujours en cours d'approbation à la Cour constitutionnelle de Colombie.
Alors, les Colombiens sont vraiment très tournés vers l'Europe, bon, bien sûr l'Espagne en priorité, mais la France est très présente, surtout sur des sujets infrastructures urbaines, notamment dans les eaux, les déchets et l'énergie. L'expertise française est reconnue et toutes les plus grandes filiales de ces secteurs français sont présents en France. Également, un chiffre important pour vous dire que la France figure parmi les 7 premiers investisseurs étrangers en Colombie. Donc ça, c'est aussi important à tenir en compte. Ça veut dire que voilà, il y a vraiment de beaux échanges entre ces deux pays qui sont quand même loin, mais une bonne relation et notamment bilatérale aussi entre les gouvernements, ce qui facilite. Les Français, les Colombiens sont bien sûr tournés d'abord vers les États-Unis, hein, comme le principal pays d'Amérique latine, la majorité des pays d'Amérique latine, mais la France tire vraiment bien son épingle du jeu. Même en termes de langue, je crois que c'est une dizaine d'alliances françaises en Colombie, des lycées français aussi dans les grandes villes de colombiennes. Donc voilà, la France, même au niveau culturel et pas que économique, est également présente. On passe à la slide suivante et après je vais passer la parole je présenterai l'équipe après parce que voilà, dans l'ordre c'est comme ça. Et donc nous sommes organisés par secteur d'activité. Donc là je vais passer la parole à Angie Salas, donc de l'équipe en Colombie qui suit les techs et services. Donc Angie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être là. Bon, en fait, on n'a pas de société dans la tech, dans les participants, d'après ce que j'ai vu, mais on a trouvé que c'était quand même important de vous donner un panorama de la numérisation en Colombie, la connectivité. Donc, on peut dire que les Colombiens ils aiment beaucoup la technologie. La Colombie est un des pays, après le Brésil, dans le monde où les personnes sont les plus connectées aux réseaux sociaux. Donc, les Colombiens passent à peu près 10 heures par jour connectés à Internet, dont 34% de ces temps dans les réseaux sociaux. C'est quand même important de le noter. Après, on parle d'un taux de pénétration à l'heure actuelle de l'Internet de 68% en 2020. Ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à 2019. Et il faut dire aussi que la plupart des connexions se font à l'heure actuelle dans la 4G et qu'on espère que d'ici 2022, d'ici la fin de la période du président Duque, on commence le déploiement de la 5G en Colombie. Donc, ça, c'est intéressant de savoir pour vous donner une idée de où est-ce que nous en sommes. Et un autre point important à noter, c'est qu'il y a un taux de pénétration de presque 120% de la téléphonie mobile. Donc, ça veut dire que les Colombiens ont plus d'un ligne téléphonique. Donc, ça nous donne une idée de la connectivité qu'il y a dans les pays. Après, pour donner quelques pistes du secteur de télécommunications, ici en Colombie, c'est vrai que c'est un secteur très concentré avec des acteurs comme Claro qui ont presque 50% du marché, mais qui a des perspectives d'ouverture dans les prochaines années, notamment avec l'arrivée de WOM, un opérateur chilien qui est arrivé en Colombie en 2020. Et bon, on a d'autres acteurs comme Movistar, de Telefónica et Tigo Une qui appartient au groupe Millicom. Donc, c'est un panorama très rapide du secteur de la technologie, de la connectivité, pardon, ici en Colombie. À l'heure actuelle, nous comptons de 34,7 millions de personnes connectées à l'Internet en Colombie. Donc, c'est tout de mon côté. Je vous laisse passer à la slide suivante. Voilà, donc on va passer, merci Angie, on va passer à donc Jacqueline qui suit, Jacqueline Chopard, qui a accompagné donc Pronim en Colombie il y a 2 ans et qui va vous présenter donc, le secteur de la cosmétique et de nos personnes. Oui, bonjour à tous et à toutes et merci d'être là, de voyager en Colombie. Alors, par rapport au secteur de cosmétiques, il faut savoir que la taille de ce marché s'élève à 9,4 milliards de dollars et positionne le pays comme le 3e marché du continent latino-américain avec une croissance d'environ 6% par an. La France est actuellement le 6e fournisseur de cosmétiques en Colombie
il faut savoir que le Colombien, que ce soit l'homme ou la femme, sont très soucieux de leur apparence et les dépenses relatives, disons, aux produits cosmétiques tendent à augmenter, disons, année après année. Les produits français, disons, que font rêver les Colombiens et ont une excellente image dans le pays. Il faut également savoir qu'en Colombie, il y a une production locale qui reste très, très importante. Il y a des grandes sociétés, des multinationales qui sont présentes en zone franche en Colombie pour couvrir le marché local, mais également pour exporter vers d'autres pays de la zone. Et cela se traduit également, disons que dans les secteurs porteurs, disons que ce soit pour les produits finis, qui bien évidemment sont très demandés par les Colombiens et les Colombiennes. Il y a également une demande pour tout ce qui est ingrédients et des produits de, disons, la formulation et le travail à façon pour cette partie-là de la production locale. On peut dire également, pour citer quelques sociétés présentes, bien évidemment, l'Occitane. On a le directeur là qui nous accompagne aujourd'hui, mais il y a également Yves Rocher, tous les produits de Pierre Fabre, il y a Sisley ou Biologique Recherche, et disons que chaque marque a un positionnement différent et un réseau de distribution différent. Là, pour la partie cosmétique, pour tout ce qui est habillement, alors l'industrie de la... Non, je pense que c'est avant le slide. Oui. Oui, alors pour la partie habillement, il faut savoir que l'industrie de la mode est essentiellement au bon fonctionnement de l'économie colombienne. Le secteur textile-habillement représente 8,6% de l'industrie nationale et 6% du PIB. En 2020, les dépenses du secteur se sont élevées à 22,9 milliards. Certes, il y a eu une baisse à cause de la pandémie, mais les perspectives pour ces secteurs sont très encourageantes et normalement, en 2020, il doit progresser de 6%. Par de la diversité des marques, disons, créatives et innovantes et les marques internationales qui sont souvent implantées sur le format de franchise ou sous licence, la Colombie est une référence en Amérique latine dans le secteur de la mode. Les Colombiens sont particulièrement, disons que le consommateur colombien est particulièrement influencé par les dernières tendances internationales, mais également sur certains segments ou certaines classes, ils font très attention au prix et aux offres commerciales et promotionnelles. Sur la partie secteur porteur ou tendance, il faut savoir que les vêtements intelligents, disons que ça veut dire le textile technique, est en tendance en ce moment parce qu'il apporte de la valeur aux consommateurs et les fabricants cherchent des matériels innovants qui puissent se différencier des autres matières premières. Et une autre tendance est également celle des vêtements décontractés et sportifs, ce qu'on appelle l'athleisure, qui s'impose de plus en plus dans les garde-robes des Colombiens. Au niveau de la distribution, il faut savoir que pour l'habillement, 85% est vendu en magasin et 15% hors magasin. Il faut savoir également que le luxe est un secteur très dynamique en Colombie, qui enregistre des croissances de 5% par an et normalement a une valeur globale de 6,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, les pays, disons que connaît l'avènement de magasins spécialisés dans le luxe, que ce soit pour la parfumerie, le maquillage, les vêtements, les accessoires ou la partie maroquinerie. Mais il n'y a pas que les magasins spécialisés pour le luxe. Il y a également, comme le disait ma collègue Angie, le e-commerce est un canal qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance, bien évidemment à cause de la pandémie, mais qui a cru plus de 25% ces derniers temps. Ok, merci Jacqueline. Alors moi, je vais poursuivre, donc toujours Isabelle, je vais prendre la parole pour la personne de mon équipe, Frédéric Martiquet, qui est en charge d'Industrie Cleantech et qui malheureusement a eu un souci ce matin et ne pourra pas se joindre. Donc, il y a une slide de présentation sur Industrie Cleantech, donc les infrastructures,
énergie, eau, déchets, environnement. Donc, on a là, par exemple, ce sont des secteurs très porteurs en Colombie. Notamment, là, on avait, pour matérialiser ça, on a eu début de semaine la visite de notre ministre Riester avec une délégation d'entreprises du MEDEF et d'autres entreprises PME également présentes, dont Baïko. Je crois que j'ai vu Baïko là dans la liste des participants à ce webinaire, qui étaient donc les dirigeants sont en Colombie actuellement. Tout ça pour vous dire que donc, dans la délégation du MEDEF, il y avait énormément, bien sûr, d'entreprises du secteur de l'industrie et des clean tech. Parce qu'il y a des appels d'offres qui vont être lancés. Là, on est en période préélectorale. Il y aura des élections en Colombie l'année prochaine, comme chez nous, en mai, fin mai, début juin, pour élire le nouveau président. Alors, travaux publics, marché de la sécurité, énergie renouvelable, la filière mer et les ITS, et les transports intelligents, donc sont vraiment les 5 secteurs, on va dire, porteurs actuellement en Colombie. Alors, le réseau travaux publics, alors, il y a à peu près plus de 200 000 km de routes, 60 ports, 75 aéroports. Alors, le niveau de l'infrastructure routière en Colombie laisse très, très, très largement à désirer. Donc, il y a des concessions qui ont été faites avec des compagnies françaises, etc. Mais c'est assez compliqué à gérer, et finalement on se retrouve avec un réseau routier qui est quand même très en deçà des standards européens, ça c'est sûr. Alors qu'en Équateur, par exemple, ça n'a rien à voir en termes d'infrastructure routière. Donc là, il y a vraiment des marges de progression et donc des opportunités. L'industrie, cependant, locale est forte, mais elle a souvent besoin d'appui d'entreprises étrangères sur cette partie. Le marché de la sécurité, alors le marché de la sécurité, c'est vraiment un marché très, très important ici en Colombie. La sécurité, voilà, ça fait partie des postes de dépenses de toutes les entreprises, les sociétés, même dans tous les immeubles. Enfin, voilà, en Colombie, il y a de la surveillance. Il y a plus de 850 entreprises spécialisées dans ce secteur, et qui génèrent 240 000 emplois. Donc, c'est quand même un secteur aussi qui est très pourvoyeur d'emplois en Colombie. Les énergies renouvelables, donc, comme c'est indiqué, selon le Forum économique mondial, la Colombie est le pays d'Amérique latine qui a obtenu les plus importantes avancées en termes de transition énergétique. Alors, on a la chance, en plus, d'avoir Marine, Antoine, qui va nous parler de son expérience en Colombie, ex-BIE chez Green Yellow. Mais c'est vrai que vraiment, nous sommes sur, en plus avec la présidence de Duque, ça s'est quand même amélioré, parce que c'était vraiment dans sa feuille de route de délivrer de l'énergie, enfin voilà, de passer le pays à l'énergie renouvelable. Donc, on est vraiment sur une feuille de route très importante dans ce secteur d'activité en Colombie. Après l'Uruguay, la Colombie est le deuxième pays de la région en tête de ce classement pour les avancées importantes en termes de transition énergétique. Alors, la filière mer, donc bon, ça très important en Colombie, on est bien évidemment, les 90% des produits exportés et importés passent par les installations portuaires, avec des ports principaux sur Buenaventura, Carthagène, au nord du pays. Et pour terminer, alors le transport intelligent, alors comme c'est noté, beaucoup de retard dans ce secteur. Cependant, la pandémie a permis une accélération de la modernisation des technologies, notamment sur le contrôle de trafic, le contrôle de la capacité des systèmes de transport public, les solutions d'achat de billetterie en ligne, etc. Donc voilà pour la partie industrie et clean tech. Je vais maintenant donner la parole à Pauline Morales sur la partie agricole, agroalimentaire, et notamment sur le secteur du vin. À toi, Pauline. Oui, bonjour à tous. Alors, en guise d'introduction sur le secteur agro en général, il faut savoir qu'il a été l'un des moteurs de l'économie en 2020, et le pays se positionne de plus en plus comme une puissance exportatrice, notamment de fruits. Et le secteur occupe une place importante dans l'économie et représente plus de 6% du PIB national.
Le secteur a connu une croissance de 3% en 2020. Donc, dans le contexte de la pandémie, c'est un des secteurs qui s'en est le mieux tiré. Et il faut savoir que sa surface agricole utile représente près de 2 fois celle de la France. Sa position géographique et ses conditions climatiques et topographiques exceptionnelles permettent de cultiver toute l'année. Sur la partie de l'élevage, il représente une activité importante des zones rurales du pays. La Colombie se positionne à la 11e place mondiale sur la production de viande et 12e en production de lait. Concernant les principales cultures, le pays est le 3e producteur mondial d'avocats, le 2e producteur de fleurs coupées, le 2e exportateur de café et un des principaux exportateurs de bananes. Il se positionne également sur le marché du cannabis thérapeutique, qui est dédié au marché américain et canadien notamment. Les produits agricoles et agroalimentaires représentent 53% des exportations non minières de la Colombie. Donc, tout ça pour dire que le secteur agro en Colombie est significatif et représente un marché d'opportunités pour les exportateurs français. Alors, pour rentrer un petit peu en matière sur le marché du vin, il s'agit d'un marché qui est jeune, qui est en développement constant depuis les 15 dernières années et qui a profité des mesures de confinement l'année dernière puisque les consommateurs ont davantage consommé à domicile. Et malgré une taxe ad valorem importante, le marché est en croissance constante. Il faut savoir aussi que les exportations françaises à destination de la Colombie ont augmenté de 42% depuis 2015. Et les vins rentrent donc en Colombie sans droit de douane, donc dans le cadre de l'accord de libre-échange entre la Colombie et l'Union européenne. L'importation de vins en Colombie, donc toutes origines confondues, a progressé de 10% en volume et de 6% en valeur l'année dernière par rapport à 2019. Et donc tout ça dans le contexte de la pandémie. La place des principaux pays fournisseurs n'a pas vraiment évolué. La France conserve sa 4e position avec 6% de part de marché en volume. La France a amélioré son volume exporté vers la Colombie. On importe donc plus en volume, mais à des vins moins chers. Donc la progression en valeur est moins importante. Le marché est toujours dominé par les vins chiliens et argentins et dans une moindre mesure par les vins espagnols. Donc la Colombie, c'est un marché où la consommation reste encore faible, avec 1 litre par an et par habitant. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la tendance n'a fait qu'augmenter au cours des 15 dernières années. Donc on est passé de 0,1 litre il y a 15 ans à 1 litre aujourd'hui. Donc on est sur une tendance à la hausse constante. Il existe 2 catégories de consommateurs. On a d'un côté les non-connaisseurs qui constituent la grande majorité. Ils sont sensibles au facteur prix. Ils se basent également beaucoup sur le cépage pour choisir. Ils consomment de plus en plus à domicile, donc depuis l'année dernière et la période de confinement. Et ils tendent à étendre de plus en plus également le spectre des vins qu'ils souhaitent essayer. Donc, ils s'aventurent un petit peu plus qu'auparavant. Et de l'autre côté, on a une niche de consommateurs qui sont les connaisseurs, qui ont l'habitude de voyager et qui ne regardent pas forcément à la dépense, mais qui privilégient plutôt la qualité. Le réseau de distribution est composé donc d'importateurs-distributeurs qui revendent également donc aux distributeurs locaux et à la GMS. La GMS aussi importe en direct, ça représente 40% des importations. Donc la GMS se source de 2 manières, donc en importation directe et via les importateurs-distributeurs locaux. Le groupe Exito, qui est donc la filiale de Casino, comme l'a mentionné Isabelle, détient 64% des ventes de vin en Colombie et détient plus globalement 25% de part de marché de la GMS en général. Donc là, tout produit confondu, pas seulement la catégorie vin. Et on dénombre 31 sociétés importatrices de vin français en Colombie en 2020. Pour terminer sur le vin, on vous propose avec Business France notre événement collectif qui s'appelle le Tasting France, qui aura lieu dans 3 pays d'Amérique latine.
en Colombie, au Brésil et au Mexique, donc sur une semaine, au mois de septembre. Donc, il s'agit d'une dégustation professionnelle de vin B2B où on vous propose donc d'échanger directement avec les principaux acheteurs, importateurs, distributeurs sur nos marchés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si cet événement peut vous intéresser. Un petit focus sur les spiritueux. Donc, quant aux spiritueux, il faut savoir que le niveau de taxation ad valorem a entraîné un glissement de la consommation vers des catégories meilleur marché. Le principal driver de choix va être le prix. Et c'est particulièrement vrai sur les whiskies et la tequila notamment. Il existe aussi une production locale, notamment de rhum, avec des entreprises comme Fábrica de Licores de Antioquia, ou Licorera de Caldas, donc qui sont des players importants sur le marché de la Colombie. Le marché des spiritueux est dominé par Diageo, par Pernod Ricard et donc par les deux entreprises que je viens de vous mentionner. Les ventes de spiritueux représentent 3% du total des ventes de boissons alcoolisées en volume. Il faut savoir que le marché des boissons alcoolisées est très largement dominé par la bière à 96%. Les canaux de distribution, donc avant la pandémie, étaient à peu près de 50-50 entre le canal off-trade et le canal on-trade. Et la longue période de confinement et de fermeture du canal Horeca a fortement impacté ce canal. En ce qui concerne les registres sanitaires, donc il faut savoir qu'il faut les faire auprès de l'INVIMA. Ils sont valables pour une période de 10 ans et ils s'élèvent à peu près à 1 000 €, donc aussi bien pour les vins que pour les spiritueux. Et le process est un petit peu long, il peut prendre entre 6 mois et 1 an. Donc il faut savoir s'armer de patience pour entrer sur le marché colombien, qui présente des opportunités, mais avec des démarches d'enregistrement qui peuvent être un petit peu fastidieuses. En ce qui concerne la partie alimentaire, l'industrie nationale est particulièrement dynamique, donc grâce à des sociétés comme Nutresa, Quala, Colombina, Postobón, Alimentos Cárnicos, qui sont les principaux acteurs sur la filière. Le secteur des produits laitiers en particulier avec les sociétés Colanta, Alpina, Nestlé, qui a un certain nombre d'unités de production en Colombie, Alquería, Gloria et Parmala, qui dominent le marché des produits laitiers. La production nationale s'élève à près de 8 milliards de dollars, donc sur tout le secteur alimentaire en général, pas seulement en produits laitiers. Et sur le segment des produits gourmets, donc les opportunités vont plutôt se porter généralement sur les condiments, les sauces, les assaisonnements, éventuellement sur les fromages pour un certain marché de niche. Il existe également un intérêt important pour les pommes fraîches françaises qui suscitent beaucoup d'intérêt en Colombie. Alors attention, cependant, depuis la pandémie, il est plus difficile pour les importateurs de référencer de nouvelles marques, de se lancer dans la démarche des registres sanitaires. Donc pour l'instant, ils ont plutôt tendance à vouloir consolider leur portefeuille existant plutôt que regarder de nouvelles catégories et de nouvelles marques. Et on note également un intérêt encore timide mais grandissant sur les produits sains et les arguments de développement durable auprès de certaines enseignes de GMS comme Grupo Éxito notamment. Donc voilà, des arguments qui commencent à intéresser les acteurs du marché. Donc on retiendra que le secteur agro en Colombie offre des opportunités intéressantes pour les exportateurs de solutions agricoles, mais aussi des exportateurs de vins et de produits alimentaires. Il s'agit d'un marché jeune sur le vin, mais avec un fort potentiel de croissance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le secteur agro. Merci Pauline. Alors on va enchaîner avec Melitza sur la partie réglementaire. Je te laisse la parole, Melitza. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc, en effet, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous expliquer, on va dire, ou vous informer sur les démarches au niveau de la réglementation, que ce soit bien la réglementation douanière,
mais également la réglementation produit et bien évidemment de vous donner quelques éléments des informations générales. Moi, pour ma part, je fais partie de l'équipe réglementation internationale des Business France et je m'occupe surtout de tout ce qui est les secteurs art de vivre et santé et industrie. Mais ma binôme, elle est en charge de tout ce qui est la partie agroalimentaire et tech et services. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner quelques informations générales, tous secteurs confondus. Et après, n'hésitez pas à revenir voilà, vers nous spécifiquement pour un secteur en particulier. Donc, pour ce qui concerne les autorités compétentes, donc il faut savoir en effet qu'il y a la direction d'impuestos y aduanas nacionales, donc bon, c'est la douane, la DIAN, qui est en charge de tout ce qui est les questions douanières, donc notamment tout ce qui est les paiements des droits et douanes et taxes, également bon, tout ce qui est les traitements, que ce soit à l'importation comme à l'exportation, et tout ce qui concerne le respect de la réglementation locale en termes de réglementation produit. Par la suite, je vous donnerai aussi autres autorités compétentes, mais bien évidemment, ça sera en fonction du produit spécifique qu'on pourra déterminer l'autorité concernée en Colombie. Pour ce qui est les formalités préalables à l'importation, donc c'est nécessaire d'avoir en général une représentation légale en Colombie, d'être enregistré localement en chambre de commerce, de disposer d'un numéro de contribuable RUT, Registro Único Tributario, être un importateur enregistré auprès de la DIAN. Et attention, si vous ne disposez pas d'une représentation légale en Colombie, vous devrez en général passer par un importateur-distributeur local qui va être en charge d'effectuer tout ce qui est les démarches à l'importation. Pour ce qui concerne les documents de dédouanement, donc les documents que vous avez besoin de préparer pour que vos produits puissent être dédouanés à l'importation en Colombie, on va sûrement parler de tout ce qui est documents standards, donc la facture commerciale, les documents des transports, la preuve de l'origine, la liste de colissage, le formulaire des déclarations indignes des valeurs et autres documents qui pourraient être demandés par l'importateur. Pour ce qui concerne les droits et douanes et taxes, donc sachez qu'en vertu de l'accord commercial UE-Colombie qui est entré en vigueur depuis 2013, les produits d'origine européenne, donc les produits européens bénéficient des réductions des droits de douane ou des droits de douane nuls, à zéro, on va dire, sous réserve de respecter les termes de l'accord préférentiel. Donc, notamment, on va dire les règles du transport direct et également la preuve de l'origine, que ce soit le UR1 ou la déclaration sur facture. Donc, sachez qu'en effet, donc, vous pouvez émettre une déclaration d'origine sur tout document commercial, mais si la valeur est supérieure à 6 000 €, il est nécessaire d'avoir les statuts d'exportateur agréé pour émettre cette preuve d'origine. Sinon, l'utilisation d'un certificat EUR1 est toujours possible et également possible pour tout opérateur sans limite des valeurs de l'exportation. Alors, pour ce qui concerne la TVA, l'impuesto al valor agregado, donc le taux est de 16%, qui est calculé sur la valeur CIF plus les droits de douane. Il y a des taux réduits qui peuvent être également appliqués et notamment sur les denrées alimentaires et certains produits qui sont exemptés. On peut passer à la prochaine. Tout ce qui est en termes de réglementation produits et d'étiquetage, donc en général, il est nécessaire l'homologation des produits ou l'enregistrement de la marque auprès de la Superintendencia d'Industria y Comercio. Il est recommandé que l'entreprise française reste titulaire de tout ce qui est les droits et certifications. Cet enregistrement ou les démarches relatives à l'enregistrement sont par exemple exigées par l'INVIMA dans les processus d'obtention del registro sanitario, quand on parle de tout ce qui est par exemple dispositifs médicaux, produits alimentaires, etc., pour lequel doivent être définis le fabricant, les titulaires des droits du registre sanitaire ainsi que l'importateur. Et un élément important à souligner également, c'est l'étiquetage des produits.
En règle générale, les marchandises importées doivent être étiquetées en espagnol. Et pour finir, en termes de normes et certifications, donc sachez que la certification CE n'est pas reconnue en Colombie. Il se peut en effet que ça puisse faciliter les démarches de certification d'un produit en Colombie, mais il est important et il est pertinent de vérifier avant d'exporter un produit en Colombie, de savoir s'il doit être enregistré ou autorisé par les différentes autorités compétentes, donc l'AICA, l'INVIMA, le Ministerio de Minas, que ce soit le ministère de l'Environnement, des transports, de l'agriculture. Donc, bon, je vous ai noté quelques autorités importantes en Colombie. Et avant d'exporter depuis la France, par exemple, tous les produits alimentaires de santé et de beauté doivent passer par l'INVIMA et les produits agricoles, vétérinaires et phytosanitaires par l'ICA pour obtenir le registre sanitaire nécessaire à l'importation. Donc, voilà quelques éléments, on va dire, généraux, en fait, des informations générales pour tout ce qui est le produit en Colombie. Après, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions spécifiques pour vos produits. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Mélissa. On va passer rapidement parce que là, je vois que le temps tourne à la pratique des affaires. Donc, rapidement, je vais vous présenter cette slide qui sont 3 leviers importants. Donc, faire face à l'image de la Colombie, louvoyer entre les différences culturelles et maintenir le contact. Ça, c'est dans le cadre d'une prospection. Donc, faire face à l'image de la Colombie. C'est vrai que vu de l'extérieur, la Colombie peut parfois faire peur avec toutes les histoires qui ont pu circuler autour de ce pays, notamment autour de la drogue, du narcotrafic, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et qu'il y a vraiment une grosse différence en fait, entre l'image du pays qui s'améliore beaucoup depuis plusieurs années et finalement la réalité locale qui est surtout visible dans les quartiers d'affaires. Donc tout ça pour dire que l'image de la Colombie à l'extérieur, en conclusion, peut-être être mauvaise, mais que finalement, sur place, tout ça a énormément changé et qu'il faut passer outre cette première image. Donc les différences culturelles, bon ça bien sûr il y en a dans tous les pays, hein. Les Colombiens sont faits parfois interloqués par le caractère un peu direct des Français qu'ils peuvent prendre pour de la brutalité. C'est vrai que les Colombiens sont plutôt bienveillants, très accueillants, très chaleureux, etc. Rentrent pas tout de suite dans le vif du sujet. Enfin voilà, il y a toute une partie d'approche familiale, culturelle, on échange. Enfin, et donc ça, c'est important aussi à savoir. Il faut aussi ne jamais vraiment exprimer un souhait ou un mécontentement directement sans l'enlever de formules de politesse. Ça, c'est très important de jamais être brutal, quoi, finalement. Le sens de la planification et de l'organisation propre aux Français ne dérange pas les Colombiens tant que cela ne se traduit pas par une monopolisation de la parole et surtout une attitude de donneur de leçons. Donc ça, c'est important de ne pas arriver en mode voilà, je sais tout, je connais tout, mes produits sont les meilleurs et on a tout à vous apporter. Donc ça, il faut faire très attention à cette partie-là. Et maintenir le contact, donc ça, c'est vraiment après une prospection. Il est vraiment recommandé de conserver un contact régulier avec vos prospects, même s'ils ne répondent pas, c'est pas du tout mal vu de les relancer plusieurs fois. Ça fait partie de la culture, ça peut être aussi last minute. Bon, c'est comme ça. Et puis, reconfirmer vos rendez-vous 1 heure avant. Bon, c'est assez easy going, hein, comme on dit en anglais, dans la relation d'affaires. On va passer à la slide suivante. Je vais laisser Jacqueline présenter rapidement le consommateur colombien. Oui, alors par rapport aux consommateurs, il y a 3 profils différents de consommateurs. Il faut savoir que bien évidemment, il y a une classe populaire qui fait très attention au prix. Il y a une classe moyenne qui représente environ 37% de la population et une classe aisée qui représente environ 4% de la population.
il faut savoir que le Colombien s'intéresse aux grandes marques et aux dernières tendances de la mode, mais comme je disais précédemment, il est fortement influencé par les prix et les offres promotionnelles. C'est un consommateur qui est à la recherche de nouveaux produits, disons de produits innovants et de qualité. Et pour ça, bon, les marques internationales ont réussi à se forger une image de fiabilité et de qualité auprès de la clientèle colombienne. D'autre part, il y a les achats à crédit qui sont très, très positionnés en Colombie. Il y a les grands magasins spécialisés et la grande distribution qui propose de cartes de crédit en partenariat avec les banques. Et d'autre part, il faut tenir en compte que la demande est différente selon les régions du pays. Disons qu'en Colombie, il n'y a pas de saison marquée, mais le climat est différent en fonction de l'altitude. Et c'est une raison par laquelle le consommateur a différentes habitudes de consommation. D'autre part, les réseaux sociaux aujourd'hui, tels qu'Instagram et Facebook, jouent un rôle très, très important. Et également les achats en ligne, que ce soit de produits cosmétiques ou de produits textiles, et sont en augmentation constante avec un taux de croissance de 30 à 50% au cours de ces dernières années. Et comme je le disais également précédemment, les produits français ont une excellente image et l'offre française est très appréciée par le consommateur colombien. Et le Colombien, hommes ou femmes, sont très soucieuses de leur apparence. Au niveau de la distribution, alors, le centre commercial constitue le circuit principal de distribution. Le pays possède à peu près plus de 300 centres commerciaux. Il faut savoir que la partie retail représente 69% de part de marché et ce secteur est constitué des grands magasins spécialisés, des grandes chaînes multilatinas, comme c'est le cas de Falabella. C'est une chaîne, disons, un magasin par département qui est présent en Colombie, au Chili, au Pérou, et qui propose des produits d'habillement ou des cosmétiques ou des produits de art de la table. Il y a également les moyennes et grandes surfaces et les secteurs, comme le disait ma collègue Pauline, est dominé par le groupe étranger, notamment Casino, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe Éxito, qui est le leader de la grande distribution en Colombie. Et il y a un autre groupe qui reste très important, qui est un groupe chilien qui s'appelle Cencosud. Il faut savoir, disons que pour la partie beauté spécifiquement, il y a les instituts de beauté. Aujourd'hui, le pays compte avec à peu près 25 000 centres de beauté et également avec l'arrivée notamment de grandes chaînes hôtelières. Là, tout ce qui est la partie spa se développe énormément. Il y a également les pharmacies avec deux grandes chaînes qui se partagent le marché, Cruz Verde et Farmatodo. Et pour tout ce qui est habillement, cosmétique et certains produits alimentaires, la vente par catalogue est très, très importante et très développée en Colombie. Ça représente à peu près plus de 30% de la distribution de certains produits. Et pour la petite histoire, Yves Rocher est présent en Colombie, non pas avec des points physiques, mais par la vente par catalogue. Et pour terminer, le commerce électronique, comme on le disait, est en phase de développement. Normalement, les ventes par Internet ont généralement augmenté de 40%. Et il y a énormément de marketplaces qu'aujourd'hui, non seulement en Colombie, mais également en Amérique latine et qui couvrent toute l'Amérique latine. Cette partie pratique des affaires et recommandations pour pénétrer le marché, je vais redonner la parole à Pauline et à Angie, ou à Angie plutôt. Ouais. C'est à moi, oui, c'est à moi. Bon, cette slide-là est plutôt pour récapituler un peu quelles seraient les meilleures recommandations pour pénétrer les marchés colombiens. Donc, on parle d'abord de l'importance de la présence physique ou via un intermédiaire ou représentant en Colombie, même si avec la pandémie, les Colombiens sont beaucoup plus flexibles pour tout ce qui est des rendez-vous virtuels. Il va falloir à un moment donné que l'entreprise qui souhaite se positionner dans les marchés soit présente. Donc ça, c'est le premier conseil.
Après, c'est très important de bien choisir le réseau de distribution ou la forme d'implantation que vous allez avoir dans les pays. Ça a des impacts dans plusieurs choses. Donc, c'est très important de réfléchir, de vous faire conseiller sur quel est le meilleur réseau de distribution. On est là pour vous appuyer sur ces points. Après, aussi très important de trouver un partenaire qui soit bien positionné, qui soit bien à l'aise dans le secteur d'activité. Ça ferait la différence pour vous. Et aussi très important de se faire conseiller par des experts, notamment des avocats, des fiscalistes et des experts dans la propriété intellectuelle pour vous couvrir face aux risques qui peuvent sortir dans les business ici en Colombie. Et bon, finalement, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à faire des affaires avec le secteur public, c'est très important de noter que la plupart des ventes pour le secteur public se font via des appels d'offres. Donc, il y a des spécificités en fonction du marché, en fonction des montants. Donc, pour ces points-là, si vous souhaitez travailler avec le secteur public, il vaut mieux, comme on vous disait, avoir un partenaire sur place qui ait déjà de l'expérience sur ce domaine et aussi de vous faire accompagner par des experts juridiques et notamment. Donc, ce sont nos recommandations générales sur les marchés pour pénétrer les marchés colombiens. Merci Angie. Alors rapidement, on va passer donc à la présentation, à l'organigramme et à Business France. Donc voilà, vous avez eu, sauf Frédéric Martiquet, donc sur la partie industrie et cleantech, qui ont présenté chacun leur secteur d'activité. Donc vraiment, on a une forte expertise sur les parties sectorielles avec des chargés d'affaires Business France sur chaque verticale, hein, que ce soit agrotech avec donc Pauline en Colombie, industrie et cleantech Frédéric, Jacqueline donc sur la partie art de vivre et santé. Ici, on n'a pas parlé de la santé parce qu'il n'y a pas de participants santé à ce webinaire, mais sachez qu'en Colombie, la santé, toutes les entreprises, en tout cas dans le secteur de la santé et du medical device, ont vraiment de grosses opportunités. C'est vraiment un des gros secteurs porteurs et ça, c'est vrai sur toute l'Amérique latine. D'ailleurs, l'année prochaine, on va faire un sujet sur la silver economy, des rencontres d'affaires dans ce secteur d'activité qui est vraiment très porteur sur toute l'Amérique latine en général. Donc, Jacqueline pour la Colombie et puis Angie Salas, donc pour les tech et services. Et donc, on a comme en support Melitza, donc, qui vous a présenté la partie réglementaire. Donc, nous avons un pôle en fait, finalement à Marseille de réglementation internationale avec des responsables d'études par secteur d'activité, par filière, pardon, et également par zone géographique. Voilà, donc on va passer à la slide suivante pour laisser arriver sur la... Alors, le guide des affaires Colombie, donc ça, si vous souhaitez, par rapport à ce que vient de dire Angie là, à la fin de l'intervention sur les recommandations pour pénétrer le marché, dans ce guide, il y a donc toute la partie économie, secteur porteur, pratique des affaires, les canaux à privilégier, réussir son implantation et des contacts et des témoignages justement de cabinets juridiques, de cabinets d'avocats, d'experts réglementaires pour vous aider à vous implanter sur ce marché. Et ce guide sort là à la fin de l'année. Je voulais juste aussi attirer votre attention sur le VIE qui peut être aussi un outil en fait finalement pour vous pénétrer un marché comme la Colombie. Si vous n'avez pas de filiale ou de représentation, le VIE, mais là je ne vais pas faire un article sur le VIE, peut être quand même une solution très intéressante pour les entreprises ne bénéficiant pas de filiales à l'étranger. Alors on va continuer. Voilà, donc ça c'est la présence sur la zone. Bon, on a 5 bureaux en Amérique latine, hein, Brésil, Mexique, Colombie, Argentine et Chili. La suite. Alors voilà, je vais repasser la parole à Nathalie pour présenter les témoins. Merci. Je remets ma caméra puisque j'avais peur que j'avais pas assez de son bon à un moment. Donc, on va avoir 2 témoignages. Alors, je reviens juste sur
le petit point VIE qui est très important pour les entreprises parce que c'est souvent une hésitation des entreprises à choisir un VIE pour aller faire un premier essai à l'international. Donc, je reprends juste un petit peu sans faire de la publicité forcément sur ce qu'est un VIE. Un VIE, c'est de prendre un jeune sorti d'études pour travailler pendant 2 ans, 1 an, 2 ans dans un pays à l'international. Vous pouvez le partager avec une autre entreprise et il y a une partie du financement du VIE qui est pris en charge par l'État. Donc forcément, on est toujours hésitant de se dire oui, mais c'est un jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de la maturité, mais ils ont les dents longues et ils ont vraiment envie d'apprendre et surtout à l'international d'avoir une certaine maturité. Et même si on commence à témoigner avec Sébastien Girardot de chez l'Occitane, le témoignage tout à l'heure de Marie-Antoine qui travaille pour Green Yellow sera très intéressant aussi, puisqu'elle a commencé comme VIE en Colombie. Je reviens juste sur 2 petits points sur toutes les informations qui ont été transmises par Business France aujourd'hui. Il y a un point qui est très, très important et que je sais que vous l'avez tous dit, mais qu'il faut bien entendre, c'est que la France en Colombie, elle est vraiment welcome. Il y a une vraie appétence pour les produits français. Alors, les produits cosmétiques, les produits textiles et tous les autres domaines d'activité que vous avez présentés aujourd'hui. Nous, on a assisté avec Pronim à des salons et on a vu ô combien le textile ou la cosmétique était welcome en Colombie. Donc, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire. Il ne faut pas qu'il y ait un frein, comme tu as pu dire, Isabelle, tout à l'heure, sur des préjugés, sur la safety, la sécurité en Colombie. Un petit coucou en parlant de sécurité à Thibaut. Et parce que, certes, on doit être accompagné, certes, quand on rentre dans un bureau, on vous demande votre passeport, votre carte d'identité, mais ce n'est pas la Colombie qu'on pense avec des kalachnikovs et de la drogue dans la rue. Ce n'est pas du tout ça, c'est tellement un beau pays qu'il faut s'essayer. Donc, je laisse Sébastien de chez l'Occitane expliquer un petit peu comment ça se passe pour eux. L'Occitane qui, de par le monde, est une entreprise qui représente de façon phénoménale les cosmétiques français et ça prouve que de zéro à aujourd'hui, le travail peut être fait pour rayonner à l'international et comment dans un pays comme la Colombie, sur lequel on a des a priori, je le répète, peut avoir une vraie appréciation, une vraie appétence pour des produits qui sont dits traditionnels de l'Occitane. Voilà. Bien, merci beaucoup pour la présentation. Donc, je suis Sébastien Girardot, je suis l'importateur exclusif pour la Colombie depuis maintenant 18 ans. Depuis 2003, nous avons ouvert notre première boutique. Nous sommes le premier distributeur privé d'Amérique latine pour la marque L'Occitane, c'est-à-dire la Colombie, comme ça a déjà été dit, c'est le 2e ou 3e en fonction des années pays pour les produits cosmétiques en Amérique latine en vente. Donc, disons, moi j'ai commencé il y a donc 18 ans, nous en sommes à 17 boutiques et disons, un chiffre d'affaires assez conséquent pour le groupe, c'est-à-dire la Colombie représente le 35% des ventes de l'Occitane pour l'Amérique latine en fait. Sachant que le Brésil et le Mexique sont des filiales. Voilà, donc la Colombie, c'est quand même le 3e pays pour le groupe. J'attire votre attention sur la partie culturelle. Effectivement, la Colombie, je pense toute l'Amérique latine est très friande en fait des produits en ce qui me concerne cosmétiques français. La mode française aussi est très, très en vue. Et finalement, notre clientèle, la marque a été positionnée en Colombie en luxe, sachant qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout une marque luxe, mais en Colombie, de par ses prix et de par, disons, les contraintes que nous avons quand même au niveau logistique, disons que les marges sont pas les mêmes que si on était en Europe, logiquement. Donc, du coup, notre clientèle disons, la partie fortunée colombienne n'est pas tellement impactée par les crises.
Donc, en fait, effectivement, l'année dernière, nous avons fermé les boutiques, etc. On a vendu tout ce qu'on a pu vendre sur Internet et sur WhatsApp. En Colombie, on utilise beaucoup WhatsApp, beaucoup plus je pense qu'en France, notamment pour vendre. Et finalement, les produits de luxe n'ont pas eu Louis Vuitton ne s'est jamais aussi bien porté que maintenant en Colombie. Donc voilà, donc la partie culturelle est très importante, c'est-à-dire l'origine des produits, la qualité. J'ai fait les frais d'un mauvais investissement. J'avais amené en 2013 une marque qui avait été créée par Paris Hilton de maroquinerie qui était produite en Chine. Bon, elle était très en vue, elle est venue en Colombie, etc. Et finalement, vu les maroquiniers qu'on a en Colombie et le très beau cuir que nous avons, les clientes n'en voulaient plus et la marque est partie. Donc, la qualité est quand même très, très importante. Ce n'est pas parce que ça vient de l'étranger qu'on va tous se ruer là-dessus si la qualité ne suit pas derrière. Par ailleurs, au niveau du monde du travail, donc il y a Manpower, il y a Adecco, on est très friand de marques, enfin de personnel intérimaire. Et j'ai la sensation que c'est beaucoup plus simple. Disons que les lois du travail en Colombie sont quand même moins contraignantes qu'en France. C'est beaucoup moins contraignant qu'en France, même. Et nous qui sommes dans le retail, disons qu'on a besoin, on a des saisons comme Noël, Fête des Mères, Saint-Valentin ou Saint-Valentin colombien, qui requiert de pas mal d'embauches temporaires. Donc c'est assez pratique pour nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des doutes. N'hésitez pas. J'ai aussi entendu beaucoup parler de INVIMA, les homologations sanitaires. Donc, au niveau cosmétique, c'est assez simple. Si et seulement si, il y a tous les documents qu'il faut, dès le début. Effectivement, pour les produits alimentaires, je ne pense pas que ça prenne… Enfin, j'ai eu aussi des épiceries fines en Colombie avec des très belles marques françaises, dont Comtesse du Barry, Kousmité, nous avions Olivier & Co, nous avions… Et j'avais beaucoup de produits alimentaires, la Belle Illoise, et ça marchait assez bien, mais c'était avant le Covid. Là, maintenant, il y a des retards qui se font, mais plus pour des raisons de saturation au niveau du ministère au ministère de la Santé. Mais a priori, les homologations sanitaires sont assez automatiques. Il faut faire attention que si vous voulez aussi vous positionner au niveau Équateur, Bolivie, Pérou, ces trois pays, plus la Colombie, appartiennent à une espèce d'un truc qui s'appelle CAN. Jacqueline, je ne sais pas si tu peux traduire CAN. Ce que veut dire CAN, c'est la communauté andine des nations. Voilà, communauté andine des nations. Et normalement, il y a disons que les homologations sanitaires pour les produits cosmétiques et je ne sais pas si alimentaires, en fait, c'est un seul numéro d'homologation pour toute la communauté andine des nations. Donc, le premier qui fait l'homologation informe les autres, en fait, en gros. Donc, moi, la Colombie, si on fait des homologations en premier par rapport à l'Équateur ou au Pérou, donc nous, les distributeurs équatoriens et péruviens nous contactent pour demander est-ce que vous avez telle homologation de tel savon? Si oui, à ce moment-là, nous, on le passe parce que normalement, les ministères de la Santé péruviens ou équatoriens ou boliviens requièrent du même numéro. Voilà, mais c'est assez simple. Enfin, c'est une démarche, pas de souci. Mais c'est quand même une homologation par pays. C'est pas parce qu'on appartient au CAN que la Colombie fait une homologation qui serait valable pour l'Équateur ou le Pérou ou la Bolivie en même temps. Et chaque pays doit faire son homologation à part. Voilà. Sinon, au niveau réglementaire aussi, l'Occitane, enfin, nous, on fait nos frais chaque année parce que l'Occitane,
On a plus d'une centaine de références qui changent chaque année, plus des lancements très importants. Donc, moi j'ai vraiment quelqu'un en interne pour m'aider avec les homologations sanitaires entre les nouveautés et les homologations qui changent. Mais il y a aussi des avocats qui sont tout à fait à même de faire le suivi à Bogota. Mais s'il y a des produits, des listes d'ingrédients avec des ingrédients un peu compliqués ou assez créatifs, même si ça appartient au espèce de vademecum INSI, la liste internationale d'ingrédients qui s'appelle INSI, et il va falloir justifier le pourquoi du comment auprès du ministère de la Santé, parce que, enfin, je parle pour l'Occitane, l'Occitane est très, très créatif au niveau de ses ingrédients. Donc, ce n'est pas évident pour nous de faire des homologations. Voilà, donc sinon l'Occitane… Pardon? Non, je disais, Sébastien, un chiffre que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés qui est intéressant, c'est la part du e-commerce en fait entre avant pandémie et après pandémie de Voilà, votre donc CA. en fait, nous avions, enfin la Colombie étions un des seuls pays d'Amérique latine qui appartenait au groupe L'Occitane à avoir une page transactionnelle, c'est-à-dire toutes les autres pages du Chili, d'Argentine, etc., étaient des pages simplement pour informer le client et voir le catalogue des produits, mais ils ne pouvaient pas acheter. Donc ça nous a pas mal sauvé la vie l'année dernière. Et avant la pandémie, on faisait du 1,5% sur les ventes avec notre page web, 25% des ventes pendant la pandémie l'année dernière. Et maintenant, ça s'est stabilisé entre 10-15% des ventes sur la page web, ce qui n'était pas envisageable dans le meilleur de nos rêves en 2019. Donc, nous avons plusieurs canaux de distribution. En Colombie, nous avons tout ce qui est hôtellerie et cadeaux d'affaires. Donc, la Colombie a quand même des grosses sociétés et ils sont très friands de cadeaux, enfin, surtout maintenant, mais ils aiment beaucoup donner. C'est tout à fait dans les mœurs. Ils achètent pour, je ne sais pas, quand quelqu'un va visiter quelqu'un d'autre. C'est un peu une mentalité un peu japonaise. Au Japon, c'est là où l'Occitane vend le plus de parfums au monde parce que chaque fois que quelqu'un est invité ailleurs, il emmène un parfum. En gros, ça fait partie de la culture. En Colombie, c'est pas pareil, mais enfin, ils sont très cadeaux. Nous avons donc les 17 boutiques en Colombie et nous avons la page web. Mais il y a de nouveaux canaux du genre WhatsApp. Donc, nous, on a créé les ventes sur WhatsApp depuis l'année dernière et ça continue. Il y a aussi, comme j'ai entendu dire, des ventes à domicile. Les Colombiens, en France, c'est pas aussi… Enfin, il y a Deliveroo pour la restauration, il y a Uber, etc. Mais surtout pour les restaurants. Mais en Colombie, on peut acheter absolument tout ce qu'on veut à domicile. C'est très pratique. Dont il y a un gros groupe colombien qui est une licorne qui s'appelle Rappi, qui est dans d'autres pays latino-américains. Et nous vendons sur Rappi aussi. Évidemment, c'est un panier moyen qui est plus bas parce que c'est aussi des clients qui ne nous connaissent pas. Mais donc, on a Rappi et on commence prochainement les marketplaces qui ont été signalés auparavant. Donc, nous rentrons sur Linio, qui appartient au groupe Falabella, qui est chilien. Nous rentrons à Mercado Libre, qui est aussi un groupe, qui est un grand groupe de marketplace colombien. Et nous rentrons sur Linio et Dafiti, qui est un autre groupe, un autre marketplace. Donc ça commence tout juste maintenant. Et voilà. Mais disons que l'Occitane, enfin, ça a été une énorme aventure au début. Si à l'époque, j'avais fait une étude de marché, certainement qu'il y aurait tous les risques possibles, toutes les alertes et tout se serait allumé en même temps. Donc, je pense qu'il y a aussi une partie de risque et de challenge et de se lancer un peu dans l'aventure. C'est un peu l'international, ça, Sébastien. Voilà. Le risque de se lancer. Après, forcément, il n'y a pas que du mauvais dans la crise sanitaire et ça a montré aussi qu'il
il fallait savoir être très réactif et réagir. Et notamment, l'e-commerce a montré comment on pouvait finalement compenser des ventes qu'on va perdre sur des sites qui sont fermés par rapport à des sites de vente en ligne vers lesquels la grande majorité des consommateurs se sont retournés. Maryl de Green Yellow, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ton histoire VIE, comment tu es rentré chez Green Yellow en VIE et aujourd'hui ce que tu fais pour la marque en Colombie? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, rapidement, car je vois aussi que l'heure tourne, mais donc, moi, j'ai fait des études d'école de commerce assez classiques. J'ai travaillé 2 ans et demi en France et au bout de ces 2 ans et demi, j'ai décroché mon VIE. Donc, moi, je ne suis pas rentrée en VIE juste après sortie d'études. Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues VIE, c'est le cas aussi. En général, on nous demande quand même une petite expérience professionnelle avant de démarrer. Souvent, ce sont des postes quand même qui demandent pas mal une vraie capacité de travail et une capacité à prendre des initiatives et prendre des responsabilités assez rapidement. Donc, ça a été une expérience professionnelle pour moi très formatrice. Donc, j'ai rejoint Green Yellow en Colombie, donc c'était début 2019. Et donc, j'ai fait 2 ans de VIE au sein de la direction financière. Et donc, entreprise très dynamique qui a grossi, que j'ai vu évoluer, ne serait-ce que sur 2 ans, ne serait-ce que mon équipe, on est arrivé, on était 3, maintenant on est 5, 6. Donc, ça en dit long sur le dynamisme de pas mal de secteurs d'activité pour les entreprises françaises en Colombie. Nous, Green Yellow, pour vous expliquer un peu, on est une filiale en fait, du groupe Casino, d'ailleurs, qui fait partie aussi du groupe Exito. Et donc, rien à voir avec le retail. Nous, on est dans les énergies renouvelables. On a 2 métiers principaux qui sont de l'efficacité énergétique. Et donc, c'est une initiative à la base d'entrepreneuriat du groupe Casino. C'est-à-dire que le groupe Casino s'est rendu compte que leurs magasins retail consommaient énormément d'énergie. Ils se sont dit comment est-ce qu'on peut optimiser nos factures énergétiques. Donc, un des premiers métiers de Green Yellow a été de faire ça, de l'efficacité énergétique. Donc, comment est-ce qu'on cherche à réduire notre facture en mettant des lampes LED plus efficaces, changer les frigos un peu anciens par des systèmes de frigo plus efficaces, des systèmes de clim également. Donc ça, c'est le premier métier de Green Yellow. Et en parallèle, l'activité génération photovoltaïque s'est pas mal développée. Donc, on est sur une offre couplée et qui a du sens. C'est-à-dire que d'un côté, on accompagne nos clients à réduire leur consommation d'énergie et le reste d'énergie qu'ils consomment, qui est incompressible pour l'activité, dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte qu'elle soit générée par de l'énergie solaire, donc de l'énergie propre. Voilà, c'est deux offres complémentaires. Et donc, historiquement, Green Yellow s'est installé en Colombie en 2012, et justement pour ça, parce que comme on fait partie du groupe Casino, notre premier client a été le groupe Exito, qui a été mentionné plusieurs fois au cours de cette présentation. Donc, en toute logique, on a commencé à travailler avec notre cousin en Colombie. On a également des activités au Brésil, où le groupe GPA, qui fait partie du groupe Casino également, est présent. Donc, ça a été ça la logique de développement de Green Yellow. On s'est appuyé sur notre propre groupe pour s'implanter. Donc, ça a été un vrai atout aussi. Et voilà, toutes les entreprises françaises qui souhaitent s'installer en Colombie ne peuvent pas forcément faire ça, s'appuyer sur des cousins pour développer un premier business. Mais en tout cas, nous, on a eu cette chance. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des clients tiers. Donc, on a des commerciaux qui se chargent de chercher des clients dans différents types de secteurs. Donc, on travaille beaucoup avec le retail, car c'est le cœur de métier de base. Et puis, on est vraiment expert sur les équipements efficaces pour le retail. Et puis également en Colombie, il y a pas mal de centres commerciaux avec des rooftops sur lesquels on peut installer des panneaux solaires. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Et puis, donc, voilà, c'est un pays, la Colombie, qui est qui est proche de l'équateur. Donc, nécessairement, on a des très bons taux d'irradiation. C'est un ingrédient assez important, et ce qui a boosté aussi le secteur de l'énergie. Donc, on disait plutôt dans la présentation, effectivement, les énergies renouvelables, c'est un secteur où il y a pas mal d'entreprises françaises présentes. Il y a Voltalia, Akuo, Engie, EDF, des entreprises qui sont, et Neoen également, enfin des entreprises qui sont très présentes sur le marché des énergies renouvelables en France et dans le monde, qui sont présentes en Colombie. Donc, c'est vraiment un marqueur. C'est vraiment, la Colombie est vraiment un pays qui a un vrai intérêt pour les entreprises françaises. Et donc, les entreprises françaises ont eu le flair de s'y installer assez vite. Il y a également, je pense que c'est quelque chose qui est important à regarder si on souhaite s'installer en Colombie, c'est aussi le contexte fiscal. Ça a été un peu mentionné, mais donc
dans le secteur des énergies renouvelables, il y a des lois dédiées qui permettent notamment d'avoir certaines optimisations fiscales sur des projets solaires d'utilité publique renouvelables, etc. Donc ça aussi, c'est un élément qui a contribué à notre développement et qui est important à avoir en tête, je pense, quand on veut s'installer dans le pays, quel que soit le secteur. C'est des choses qui peuvent être soit un business killer ou à l'inverse, c'est quelque chose qui peut vraiment booster le business. Donc voilà pour moi. J'ai travaillé 2 ans chez GreenYellow. Maintenant, je suis revenue en France. Je suis toujours chez GreenYellow, mais je continue à travailler avec la Colombie depuis Paris sur certains sujets, à les accompagner sur certains projets. Donc voilà, dans mes amis VIE, parce la communauté VIE est assez proche en fait en Colombie. On a de la chance d'être tous assez proches et donc j'ai beaucoup d'ailleurs d'amis qui étaient dans des entreprises dans le secteur de l'énergie. Donc j'avais un collègue chez Total, un collègue chez Voltalia. Donc voilà, c'est vraiment un secteur qui fonctionne. On a vu aussi la santé a été mentionnée, Sanofi a beaucoup de VIE et notamment on a aussi en Colombie Sanofi Servier. Donc voilà, c'est des secteurs assez dynamiques qui accueillent des VIE et qui j'espère, vont continuer à le faire. Je pense que le modèle VIE est un très bon modèle pour les entreprises pour se lancer dans un pays, notamment parmi mes collègues VIE, il y en avait un qui était vraiment business developer, c'est-à-dire qu'il a été envoyé seul dans le pays. Alors bien sûr, il a été accompagné depuis la France, des mises en contact, etc. Mais voilà, son rôle a été vraiment d'aller tâter le marché. Et donc, c'est un moyen aussi pour les entreprises à moindre coût, envoyer quelqu'un d'un peu débrouillard et un peu jeune ça peut déclencher des opportunités business en fait inattendues et intéressantes. Donc voilà, je suis vraiment convaincue et j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je pense que le système est très bon. Et donc voilà, ça peut être un bon moyen pour les entreprises aussi pour s'implanter dans le pays. Oui, c'est vrai, Marie. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu disais, tu parlais de ton ami qui était business développeur. C'est un peu ce qu'on attend, hein, nous, les entreprises, quand on n'est pas structuré dans une région, c'est de trouver un VIE qui va pouvoir au moins débroussailler le terrain. Exactement. Et voir s'il y a une potentialité. Et finalement, l'investissement est très, très modeste par rapport au potentiel qu'on peut développer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, un peu dépassé le timing. Est-ce qu'il y a des questions, Thibaut, en termes de sécurité? On t'a un petit peu briefé sur le sujet, si ce n'est que, je ne sais pas si les choses ont un petit peu évolué, mais nous, quand on est parti, on a toujours eu un chauffeur et quelqu'un qui nous a amenés d'un endroit à l'autre. Alors, je ne pense pas que c'était que pour des raisons de sécurité, mais c'est des questions de facilité. Et Thibaut, tu as une expérience, toi, avec la Colombie. Alors, Thibaut, il dirige une société qui s'occupe de la sécurité à l'international, la sécurité des collaborateurs à l'international. Est-ce que toi, Thibaut, tu as une expérience sur la Colombie qui permettrait finalement de rassurer un peu Oui, alors moi, donc bonsoir à tous. C'était pas prévu que je parle, donc j'ai rien préparé sur la Colombie, je suis désolé. C'était le but. Voilà. C'est vrai que les entreprises françaises ont une vision un peu biaisée de la Colombie, enfin de notre point de vue, parce qu'on est un peu biberonné à Netflix et au Narcos. Mais on essaye de les rassurer en disant que c'est plus du tout le cas, que la Colombie est certes un pays où, comme dans tous les pays d'Amérique latine, il peut y avoir des risques liés à l'insécurité. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le secteur de la sécurité est très développé en Colombie, mais quand même, on peut s'y rendre et y faire des affaires assez tranquillement si on prend un certain nombre de précautions. Le fait que tu aies eu une voiture sur place, nous, de toute façon, c'est ce qu'on préconise à tous les Français qui partent, où que ce soit en Amérique latine, du Mexique jusqu'au fin fond du Brésil. Il faut toujours ne pas conduire seul, être accompagné par un local, ne pas sortir la nuit. Enfin, c'est du bon sens, quoi. Hein. Et puis, ne pas trop s'écarter des grandes villes. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, la Colombie, ça reste, c'est plus le pays des années 90, c'est vraiment un pays beaucoup plus safe. Si on a un comportement, je dirais, de bon sens pour éviter les risques qu'on peut trouver dans à peu près tous les pays en Amérique latine, il n'y a pas de souci particulier, quoi. C'est pas, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'Afrique qu'on vit actuellement, quoi. C'est pas du tout. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci beaucoup Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions?
Moi, j'avais Je une question. voulais juste signaler quelque chose qui a été très rapidement dit, mais suite à la pandémie, enfin, disons que l'Occitane a des commitments internationaux, des engagements sociaux, de protection de l'environnement, etc. Et ce genre disons que ce genre de commitments est absolument vital. Je pense maintenant, surtout enfin, je ne sais pas pour l'Amérique latine, mais en Colombie, c'est quand même très, très important de justifier une histoire derrière une marque. Oui. C'est un peu la force de l'Occitane, mais c'est pas obligatoirement parce que c'est français que ça va cartonner, en fait. Il doit quand même y avoir… l'origine est importante, mais c'est aussi qu'est-ce que Le véhicule storytelling. la marque. Ouais, le storytelling. Lisa, tu voulais poser une question? Ouais, je voulais juste demander par rapport à tout ce qui est taxes d'importation, à combien même sur les produits L'Occitane, les produits, est-ce qu'ils arrivent vraiment beaucoup plus chers là-bas? Un peu sur les prix, le pricing là-bas? Donc, du coup, depuis l'accord avec l'Union européenne en 2013, nous, en ce qui nous concerne, nous, on n'est pas du textile. Donc, je le connais mal, mais je sais que le textile est quand même beaucoup plus protégé que les produits cosmétiques en Colombie. Parce que comme la Colombie est un des gros producteurs de textiles en Amérique latine, un des plus gros, évidemment, ils se protègent. Donc, il y a quand même il faut faire un peu attention à ça. Mais au niveau cosmétique, nous, ça dépend du type de produit, en fait. Si c'est du savon, les gels, enfin, les crèmes visage n'ont pas la même taxe d'importation maintenant qu'il y a 5 ans parce que ça a diminué peu à peu, graduellement chaque année, ou le savon de Marseille, etc. Mais avec l'accord, en fait, de libre-échange, il n'y avait pas une baisse immédiate de toutes les taxes. C'est graduel. Mais au niveau textile, je sais que c'est un peu plus complexe. Il y a quand même des accords douaniers très, très intéressants, Lisa, entre la France et la Colombie, bien moindres quand tu iras exporter dans un autre pays où tu exportes déjà. Il y a vraiment un intérêt, moi je pense, je connais un petit peu ta marque, il y a vraiment un intérêt à ce que tu discutes avec Business France un autre jour par exemple, et pour qu'ils puissent te conseiller parce que tu as vraiment une marque qui est très spécifique et emblématique de la mode française et qui plairait beaucoup aux femmes colombiennes qui sont très soucieuses de leur beauté, de la mode, des tendances. Et alors, même si on dit que ce n'est pas tous les produits français qui se vendent bien, quand tu vas dans ces malls et que tu vois la puissance de tir et la puissance marketing visuelle, tu as l'impression que tu es à Miami, ce qu'on ne peut pas imaginer quand on discute. Quand on discute sur la Colombie, moi, quand j'ai pensé aller en Colombie, je croyais que j'allais vraiment aller à Bogota de Netflix. Et puis, je suis arrivée à Miami en plein été, quoi. Donc, la confrontation visuelle par rapport à tes appréhensions, elle est extrême. C'est comme la première fois que tu arrives à New York et que tu vois les gratte-ciels. Franchement, c'est à faire, c'est à voir. Quelques jours de travail avec Business France. Le salon textile où on avait été avec Jacqueline, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, en peu de temps, ça te permet de voir la puissance que tu peux avoir, toi, Français, avec tout ton background marketing sur ce pays-là. Et franchement, c'est une super expérience. Et un jour, quand tu vas faire du shooting au Mexique, tu fais un créneau par la Colombie et tu pourras au moins discuter avec Isabelle et Jacqueline pour comprendre sur place l'intérêt que tu peux avoir là-bas. Il faut aussi savoir que le groupe LVMH a racheté il y a 3 ans une marque colombienne de maillot de bain qui s'appelle Maji, M-A-J-I, qui est très forte. C'est-à-dire les Colombiens sont très forts en textile en fait et en qualité. Et donc, c'est fréquent de voir des Européens qui importent leur tissu en zone franche en Colombie. Oui, qui font fabriquer. Et qui font fabriquer en Colombie de par la qualité en fait, et les résultats. Et dans ce sens, je pense aussi que tu as
Il n'y a pas de taxe non plus particulière. Nous, on avait regardé dans ce sens à l'époque. Il n'y a pas de taxe particulière pour l'import. En tout cas, on te donnera les coordonnées d'Isabelle et de l'équipe si tu as besoin de discuter avec eux. Il se fait tard, il est 6h30. En tout cas, pour nous en France, et vous avez peut-être d'autres rendez-vous, vous, en Colombie. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Je vous répète, c'est un événement qui va être utilisé en replay. On a une vraie volonté à l'APEX de montrer qu'on peut aller en Colombie, qu'on a une équipe Business France qui est incroyable et qui fait un super travail pour les entreprises françaises et qu'on a des facilités aujourd'hui financières avec le plan de relance pour travailler avec Business France, qu'il faut en profiter. Je le répète toujours, mais je vais le répéter encore une fois, on ne va pas à l'international avec son argent, on va à l'international avec l'argent de l'État aujourd'hui. Et il y a plein de choses que la BPI peut faire pour nous accompagner à l'international avec Business France. Donc, il faut en profiter. On est un pays où on aide les entreprises à l'international. Profitons-en. Voilà, je vous remercie infiniment. Je remercie Anna d'avoir organisé tout ce meeting avec Isabelle et toute l'équipe de Business France. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous à l'APEX. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.